Dans ce webinaire, donc, Louis-Philippe Gingras va nous parler pour réfléchir au rôle que peut jouer un père aidant sur une équipe de travail en santé mentale et des éléments qui ont favorisé son intégration. D'ailleurs, il invite Dr. Virginie Doré-Gauthier, qui fut sa collègue au suivi intensif dans le milieu, donc le CIM de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. Et ce sera une occasion de répondre à vos questions sur le monde qui est encore sous-utilisé de la père aidance. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, Monsieur Gingras. Bonjour, merci Dr Renaud Cloutier. Merci à tout le monde d'être là. Merci particulièrement à mon invité, Virginie Daré-Gauthier, qui a été ma collègue pendant 3 ans environ, euh, alors que je travaillais au CIM, au suivi intensif en milieu de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. Donc, j'ai appelé la présentation aujourd'hui la présence d'un père aidant dans une équipe de travail en santé mentale, l'apport du vécu, ou père aidant en psychiatrie, ça fonctionne très bien comme titre de travail aussi. Juste un petit cue, ce n'est pas une présentation scientifique. Il existe des études qui ont été faites sur l'impact de la père aidance euh, sur le rétablissement des gens, sur le bon fonctionnement des équipes ou les différentes approches que ça peut amener. Mais ceci est un partage personnel de mon expérience. Donc, vous allez voir, ça va être beaucoup des anecdotes personnelles, un peu des réflexions. On va avoir une bonne période de questions, environ 15 minutes vers la fin. Donc, gardez vos questions pour la fin. J'avance. Virginie, veux-tu dire ton conflit d'intérêt? Ouais, qu'il n'y en ait pas vraiment un, mais je reçois des honoraires pour créer le développement professionnel continu de notre association, là, des médecins psychiatres du Québec. Ben, moi aussi, j'en reçois. J'aurais pu le mettre aussi. Mais voilà, ben, on en parlera plus tard de notre travail qu'on fait ensemble à l'association. Euh, donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet pour parler de mon parcours vers la paire aidance. J'ai mis un petit cartoon qui dit que voudrais-tu être plus tard, moi, un peu pour illustrer que je connais personne qui s'est dit en grandissant, moi, je vais devenir père aidant quand je vais grandir. On peut pas savoir, c'est un peu les aléas de la vie. Puis, je fais partie d'une communauté de pères aidants qui ont toutes des histoires de vie particulières, des histoires de rétablissement, des histoires de résilience qui sont vraiment inspirantes à entendre. Fait que je vous partage rapidement le mien. Moi, avant de travailler en psychiatrie, je suis musicien, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai fait toutes mes études en musique, là, Cégep Saint-Laurent, Université de Montréal, McGill. Puis voilà, j'étais comme un élève modèle. Ma vie allait assez bien jusqu'à des épisodes dépressifs non soignés au début de la vie adulte euh, qui m'ont mené à avoir un parcours de vie comme un peu plus difficile, puis des up and down qui se sont soldés à des hospitalisations vers la fin de la vingtaine, vers les 27-28 ans. J'ai donc été hospitalisé pour un genre de court épisode psychotique à Rouyn-Noranda. Euh, Par la suite à Montréal, à l'hôpital Notre-Dame, et à Rouyn-Noranda. Puis dans cette période-là, bon, j'ai reçu un diagnostic de bipolarité. Mais ce qui était un petit peu particulier dans mon parcours, c'est que je continuais à faire de la musique. Ça a été vraiment mon moteur de vie, de continuer à avoir des projets musicaux. J'avais des sous, j'avais toute une équipe pour faire un album. Donc, ça m'a tenu en vie mentalement, malgré mes hospitalisations. Puis j'ai foncé de l'avant, ce qui a fait en sorte que 3, 4 mois après ma dernière hospitalisation, j'étais en studio, encore avec beaucoup de symptômes psychotiques. J'étais en studio pour faire mon premier album complet de mes chansons. Et donc, quand cet album a vu le jour, j'ai été appelé sur plusieurs plateformes à parler un peu de mon expérience, à parler de mon studio. Puis, c'est venu un peu naturellement de parler de ma santé mentale. Fait que
ça a commencé avec un journaliste de CIBL qui m'avait dit, hey, ton album, Louis-Philippe, il y a des chansons tristes, il y a des chansons joyeuses, c'est comme un peu bipolaire comme album. Puis j'avais répondu, ben, c'est mon diagnostic. Puis voilà, puis fil en aiguille, mon travailleur social m'a entendu, m'a dit, hey, on a besoin de quelqu'un des fois pour partager son vécu dans des groupes de soutien. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis senti assez confortable là-dedans, dans le fait de partager mon vécu. On m'a demandé après ça de partager avec un peu plus de personnes dans les congrès de l'ACPEP, l'Association québécoise de programmes pour premier épisode psychotique, pour qui je suis devenu porte-parole. Puis voilà, fait que c'est devenu pendant à peu près 10 ans mon petit truc on the side de parler de mon vécu de temps en temps, en même temps de faire de la musique. Puis c'est au cours de la pandémie où est-ce que bon, la musique était un peu moins intéressante professionnellement. Moi, pendant que tous mes concerts étaient annulés, ben, il y a un matin comme ça où est-ce que j'ai eu comme plusieurs demandes de gens qui voulaient savoir quoi faire avec leur cousin qui va pas bien. J'étais devenu un peu la personne ressource. Puis je me suis dit, ben voilà, peut-être que c'est le moment de devenir parent aidant parce que je connaissais l'existence des parents aidants. J'en avais rencontré à la clinique qui me suivait. Puis et voilà, et je me suis dit, OK, c'est quoi la formation? Et je me suis lancé dans cette aventure que je suis depuis environ 4 ans maintenant. Euh, voilà, je vous parle tout de suite de la formation que j'ai faite. Il existe 2 formations principales à Montréal. Moi, je vais vous parler de la formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs, qui est donnée par l'AQRP, l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. C'est un micro-programme de l'Université de Montréal, donc ça me donne un beau diplôme universitaire. Par contre, c'est un micro-programme. Maintenant, il est donné sur 186 heures. Moi, je l'ai fait online. Donc, c'était du 3 jours semaine pendant 2 à 3 mois, en plus d'un stage que moi j'ai fait au Jewish Hospital en psychiatrie. Euh, donc voilà, on travaille beaucoup l'écoute active, on apprend les principes de base en intervention. Euh, il y a beaucoup de l'enseignement qui est basé sur un principe de rétablissement en 5 étapes qui est assez québécois comme truc, qui est inspiré de modèles américains aussi, mais qui parle d'un processus non linéaire de rétablissement en 5 étapes sur lequel je pourrais donner une toute autre formation, mais ce n'est pas le but de la rencontre. On parle beaucoup de l'utilisation judicieuse du savoir expérientiel. J'ai mis une slide juste là-dessus. Donc, je vais en parler plus tard, mais c'est une formation qui est beaucoup dans l'interaction entre les pères aidants en devenir. On partage beaucoup de notre vécu. On commence la journée en se disant comment ça va, donc de 1 à 10, comment qu'on va, toute la gang. Ça devient un peu long, mais ça fait en sorte qu'on est connecté tout le temps sur comment qu'on feel, comment qu'on se sent cette journée-là, pour être capable de le partager, mais aussi éventuellement pour être capable d'amener la personne aidée à pouvoir quantifier comment elle va aujourd'hui, puis pouvoir comme trouver des outils pour mieux se connecter avec ses émotions. Donc voilà, on apprend beaucoup l'utilisation judicieuse du vécu en partageant des fois un peu trop notre vécu ou en se confrontant au fait que les gens partagent bien ou moins bien. Il y a beaucoup dans l'apprentissage, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait dans ce partage-là. Puis le mot espoir revient à peu près à toutes les 2 pages. C'est vraiment l'approche basée sur l'espoir du rétablissement, basée sur le fait qu'il n'y a pas de limite à l'espoir, qu'il n'y a pas de limite au rétablissement non plus. Il existe aussi le programme de premier cycle en santé mentale, mentorat pour pères aidants à l'Université de Montréal. J'en parlerai pas parce que je ne sais pas si le programme
actif présentement. Je n'arrivais pas à trouver d'informations là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la santé ou dans le milieu communautaire qui viennent de ce programme-là aussi, qui est un peu plus long comme programme, qui se fait sur un an. Donc, beaucoup de gens font temps partiel. Voilà. Et ça donne, pardon, donc ça donne un diplôme qui est nécessaire maintenant, qui est demandé quand on applique pour un poste de père aidant dans le système de la santé. Il nous est aussi demandé d'avoir un cégep en quoi que ce soit, juste pour le niveau de français que, par exemple, les notes évolutives nous demandent. Voilà. Intégrer une équipe de travail en santé mentale comme père aidant, quels sont les défis? À partir de ce moment-là, Virginie, je t'invite quand tu veux à lever ton petit bonhomme pour que je te donne le droit de parole. On peut faire ça de façon jazz. Voilà, parce que Virginie, pour les gens qui viennent de se joindre, Virginie a été ma collègue au suivi intensif en milieu à Bordeaux-Cartierville. Ça a été ma première expérience comme intervenant par aidant. Quand je suis arrivé dans le système de la santé, j'avais eu mes bonnes et moins bonnes expériences, puis je m'en venais un peu me battre contre le système. Puis j'avais une grande fougue de venir changer les choses, surtout puis je pensais aller travailler sur un étage en psychiatrie où moi j'ai parfois reçu des moins bons traitements. Donc, je m'en venais vraiment me confronter aux idées des autres. Puis, tranquillement, j'ai découvert des professionnels qui avaient parfois des visions différentes de moi, mais qui avaient tous vraiment à cœur euh, le bonheur des gens, le rétablissement des gens avec qui ils travaillaient. Virginie est arrivée, était en congé de maternité quand j'ai commencé à travailler. Fait que j'avais travaillé avec Dr. Lucie Valade pendant 6 mois, avec toute l'équipe SIM, Élise Benoît, nos collègues de l'équipe SIM. Puis bon, voilà, puis j'ai rencontré Virginie après, avec qui j'ai eu un grand plaisir de travailler. Virginie qui a une écoute du patient qui est vraiment particulière, qui est sans jugement, qui m'a genre de façon de rendre les gens à l'aise de se raconter que j'avais rarement vu en psychiatrie. Fait que voilà, fait que Virginie, si tu veux te joindre à la conversation. Merci. Je ne pensais pas que tu allais parler de moi comme ça aujourd'hui, c'est gentil. Moi non plus, c'est arrivé comme ça. Super. Écoute, je ne sais pas si j'irais. Je trouve ça intéressant. Tu y vas avec les défis. J'ai le goût d'y aller avec ce qui a été facilitateur, je pense, pour notre équipe quand tu es arrivé en 2021. Si on se rappelle, là, c'était dans le fond pour les équipes SIM à travers le Québec, c'était un critère qui était exigé pour passer notre examen. Il fallait qu'on ait un père aidant dans l'équipe. Fait qu'on ne connaissait pas Louis, mais on l'attendait depuis longtemps. Fait que c'était une exigence qui était normative du FEU, Centre national d'excellence en santé mentale. Là. Puis je pense, tu me dirais ce que tu en penses, mais que ça a vraiment donné une sorte d'impulsion, j'ai l'impression, pour l'intégration des pères aidants dans les équipes en santé mentale. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui était vraiment bien. Euh, Puis je dirais que ça arrivait à un moment où c'était aussi nécessaire pour notre équipe de sortir du modèle hospitalo-centrique, de faciliter le lien aussi de confiance avec des clientèles qui étaient parfois complexes, là, puis des personnes pour qui ça représentait un défi d'entrer en relation, des gens qu'on pouvait suivre au CIM. Je pense que c'était arrivé en 2021, notre équipe, on a des intervenants qui travaillent depuis plus longtemps, là, mais notre équipe avait commencé en 2016. Puis je pense que ça a été super intéressant de voir, de travailler avec toi. Puis il y avait un besoin qui était, tu as parlé d'espoir tantôt, je pense de susciter l'espoir pour
les gens qu'on suit, mais susciter l'espoir pour l'équipe aussi. Parce que souvent, comme psychiatre, tu sais, on voit des gens qui vont moins bien, évidemment, qui rechutent. Fait que de voir quelqu'un qui était passé à travers un parcours de réadaptation positif, ben ça, je pense que c'est vraiment une richesse, non seulement pour les gens qu'on suit, mais également vraiment pour l'équipe. Évidemment, tu sais, travailler avec un père aidant, je pense que c'est toujours de se recentrer sur la réalité des gens qu'on suit. Puis, quand t'es arrivé aussi, là, ça a aidé, je pense, à utiliser un vocabulaire qui était moins stigmatisant aussi. Tu sais, on a eu des rencontres par rapport à ça. Autant dans les réunions d'équipe que en rencontre avec les personnes. Hein. Je me souviens aussi, ça a l'air loin 2021, mais dans ce temps-là, j'avais eu des collègues qui m'avaient demandé comment vous faites pour parler finalement des patients si vous avez un père aidant dans les réunions d'équipe. Puis, ben, ce que je continue de dire un petit peu aujourd'hui, c'est que je pense évidemment, s'il y a des choses qu'on ne voudrait pas dire devant un père aidant, ben, il faut probablement changer comment on dit les choses. Mais au-delà de ça, je pense que d'avoir un père aidant qui est vraiment intégré dans l'équipe, ben, ça change un paradigme qui a peut-être longtemps été là, qui était comme un peu nous et eux. Alors que là, ben, ça devient très clair qu'on travaille tout le monde ensemble pour le rétablissement de la personne qu'on suit. Puis là, mes collègues m'ont déjà entendu, mais tout le monde ensemble, c'est oui l'équipe, la personne, évidemment les parents aidants, mais aussi le réseau, la famille, les organismes communautaires, il n'y a pas de famille. C'est vraiment, je trouve que ça met en scène ce changement de paradigme-là qui est très finalement agréable, rafraîchissant pour l'équipe, mais aussi pertinent d'un point de vue clinique. Euh, Ouais, je pense que pour cette Ouais. diapo-là, je vais m'arrêter là-dessus. Non, non, ben, moi je veux rebondir sur une couple de trucs qui sont un peu interreliés. Effectivement, les équipes SIM, CIV ont reçu à un moment donné du Centre d'excellence en santé mentale, comme Virginie disait, la demande d'avoir des pères aidants sur les équipes. En fait, pour avoir l'évaluation 5 étoiles, ça prenait un père aidant sur l'équipe. Puis ça a vraiment participé à l'intégration des pères aidants partout sur le territoire québécois. Euh, Ce qui n'est pas le cas sur les étages en psychiatrie ou sur d'autres types de cliniques externes ou des cliniques. Moi, présentement, je travaille à l'unité de traitement et de réadaptation intensive de l'Institut de santé mentale, UTRI. Faut faire sa place dans ces endroits-là. C'est pas ça prend vraiment des gestionnaires qui sont convaincus du plus-value d'un père aidant sur l'équipe. Euh, Puis aussi, ben, il y a moins de modèles d'intégration dans ces endroits-là. Tandis qu'en équipe SimCiv, ben, les équipes se sont parlé entre eux autres. On apprend beaucoup de la façon qu'on a été intégré, d'autres pères aidants ont été intégrés à d'autres équipes. Moi, ce qui a été facilitant au début, quand je suis rentré au SIM, c'est que j'avais, via la QRP qui nous donnait la formation, j'avais accès à une superviseure de début de travail. Donc, une fille qui travaillait en équipe SIM aussi, mais à Laval, qui avait fait son parcours en équipe SIM et qui m'appelait une fois par semaine pour qu'on puisse parler de mes défis, de ce que je trouvais plus facile, plus difficile. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, puis voilà, puis ça fait que j'embarque sur une équipe, je suis embarqué sur une équipe qui me voulait professionnellement. Puis ça change beaucoup la donne de ne pas avoir à expliquer vraiment ce qu'on fait. Euh, Puis voilà, puis tu sais, avant que Virginie arrive, bon, la première semaine, ma chef d'équipe m'a demandé hey, veux-tu te présenter à notre réunion d'équipe du jeudi? Veux-tu dire un petit mot sur.
Puis j'ai pris la main sur une formation croisée, si on veut, qu'on est habitué de faire. J'ai pris un 20 minutes euh, pour faire rapidement ce que j'ai fait au début de la présentation, d'expliquer un peu mon parcours professionnel, mais mon parcours de vie aussi, expliquer mes diagnostics, ce qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de discussion de corridor, à savoir, bon, Louis-Philippe, es-tu en train de décompenser aujourd'hui? Est-ce qu'il est en up, il est en down? Fait que ça a permis qu'on puisse se parler de ces choses-là, puis que je puisse partager des choses sur ma santé mentale quand j'en avais besoin avec mes collègues. Euh, voilà, mais là, on n'a pas parlé des défis. Il y a eu quand même des défis qui sont encore existants dans ma pratique aujourd'hui. Caractère méconnu de la paraidance, mais le fait que c'est un métier qui est quand même jeune. Tu sais, au Québec, il y a de la formation seulement depuis 2008-2009. Puis encore, bon, c'est ça, quand on sort des équipes SimCiv, c'est très peu connu. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça peut amener concrètement sur des équipes? Euh, c'est pas clair pour tout le monde. Puis des fois, le fun que ce soit pas clair, ça fait en sorte que les pères aidants peuvent amener chacun leur couleur. Moi, je suis un père aidant qui travaille beaucoup dans l'action, dans le faire des choses, donc par le sport, par accompagner quelqu'un dans son projet de vie, par des activités dans la communauté. Cet après-midi, je m'en vais au Musée des Beaux-Arts euh, avec ma gang de l'UTRI. Fait que je suis beaucoup dans l'action. Ça, c'est ma façon de travailler, mais c'est pas nécessairement propre à la paraidance, un peu au niveau de ma personnalité. Fait que de montrer aux équipes qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut aider, ça peut être parfois long, voire impossible dans certains cas. Fait que un autre défi, c'est de confronter son approche à celle des autres professionnels. Je pense que le clash le plus grand, c'est ce que nommait Virginie, c'est quand il y a une perte d'espoir par rapport à une personne. Quand on a vu quelqu'un avoir des patterns de comportement ou que ce soit au niveau de la consommation ou le fait de ne pas faire grand-chose, quelqu'un qui a de la difficulté à se mobiliser, il y a souvent une perte d'espoir. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment le fun comme père aidant de travailler en équipe sim, c'est qu'on avait le temps. C'est des suivis sur du long terme, puis on a le temps de créer un lien avec la personne qui peut être long, qui peut être tranquille à créer. Puis ça, fait que des fois, l'espoir est arrivé dans mon travail avec une personne avec qui je venais de travailler depuis 1 an ou 2. Puis là, oups, il y avait un retour aux études ou un nouvel objectif qui arrivait. Puis ça donnait une puff d'espoir à l'équipe, puis à la personne, puis à moi aussi, parce que ça peut m'arriver aussi moi-même de perdre pas nécessairement l'espoir, mais l'énergie que j'ai investie dans une relation d'aide avec quelqu'un. Syndrome de l'imposteur, ben c'est ça, je vous ai pas montré mon diplôme. Mon diplôme est très beau, mais il est très court. Puis je travaille avec des personnes qui ont au moins des baccalauréats autour de moi, souvent des doctorats, des maîtrises, ou qui ont 10, 15 ans d'expérience. Fait que ça m'a pris au moins 1 an avant de ne pas être à tous les jours pris avec un syndrome de l'imposteur, d'avoir tout le temps des questions, de douter de plein de choses. Je ne sais pas ce qui a fait une grosse différence. Je pense que j'ai accepté le fait que j'utilisais beaucoup mon instinct, puis que je faisais appel aux autres. Un des meilleurs conseils venait de Sylvie, de nos collègues, qui m'a dit au début, si tu as une question, si tu ne sais pas quoi faire, pose ta question. Puis, fait que j'ai beaucoup travaillé en équipe, puis il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, là, tout ce qui est des notes évolutives, par exemple, d'utilisation de matériel informatique. On n'apprend pas ça durant notre formation. Donc, j'ai eu à faire beaucoup d'apprentissage, puis aussi beaucoup de formation. Fait que je couraille dès que je peux les courtes formations qui existent en santé mentale. J'essaie d'avancer parce que ça va aller vite. Une fois installé, qu'est-ce que ça amène un père aidant autour d'une table? Et j'ai mis un dessin de ma collègue Alice
qui faisait parfois des dessins de nos rencontres d'équipe. Virginie, veux-tu que je te laisse la parole? Qu'est-ce que ça amenait, le fait que, quand on était autour de la table comme ça ou en rencontre Teams d'équipe, qu'est-ce que ça amène d'avoir quelqu'un qui a un vécu expérientiel? Ben écoute, je pense que j'ai un petit peu pris de l'avance avec mes réponses de tantôt, mais quand on parle de, tu sais, tu as parlé de l'espoir, de se recentrer toujours sur la personne qu'on suit, d'adapter le vocabulaire. Euh, Puis c'est pour ça aussi que je prêche, c'est un peu comme ce que tu disais tantôt, pour vraiment de l'intégration des pères aidants dans les équipes, plus que d'avoir des consultations un peu satellites là, à un père aidant, mettons, tu fais des consultations, OK, va voir le père aidant. C'est vraiment cet apport-là vient beaucoup, selon moi, du fait de t'avoir, par exemple, assis autour de la table avec nous pour les réunions, pour que toujours on se souvienne, c'est qui la priorité, comment on s'adapte pour aller dans les forces de la personne, selon les objectifs de la personne. Fait que je pense que c'est vraiment beaucoup ça qui est apporté par un père aidant autour de la table. Oui, merci. Ben, moi, ce que ça m'apporte d'être autour d'une table aussi, c'est d'apprendre davantage, puis d'apprendre comme sur le côté plus clinique des individus avec qui je travaille. Moi, puis un paquet de parents aidants que j'ai rencontrés, moi, j'ai jamais pris l'habitude de lire tous les dossiers des personnes avant de travailler avec eux. Des fois, si j'ai pu lire le résumé de dossier, c'est comme le maximum que je veux apprendre sur la personne avant de commencer à travailler avec elle. Euh, fait, fait que je trouve ça important d'être dans les rencontres d'équipe quand on parle de ces personnes-là, parce que ça me donne non seulement de l'information, mais aussi le ressenti de mes collègues par rapport à certaines situations. Puis dans cette équipe-là, moi, j'ai tout le temps trouvé que euh, j'avais de la place pour parler, j'avais de la place pour m'exprimer. Puis il y avait de la place pour qu'on ne soit pas tous d'accord sur où est-ce qu'on s'en allait avec quelqu'un ou sur telle approche qui était prise. Fait que moi, j'apprends beaucoup de ces réunions-là, puis j'aime ça quand on est vraiment dans les discussions euh, cliniques. Puis voilà, puis c'est pas si compliqué. Je pense que peut-être le ton change un peu naturellement quand il y a un père aidant autour de la table ou quelqu'un qui a un vécu expérientiel. Euh, fait que j'ai jamais trouvé que ça a fait de clash en tant que tel. Euh, Quelle est la plus-value pour la personne aidée? Là, j'ai mis une paire de souliers pour la paire aidance, mais c'est un peu l'image de pouvoir se mettre dans les souliers de la personne, de pouvoir, euh, de pouvoir cheminer avec la personne, donc de pouvoir marcher avec cette personne-là. Euh, Moi, je pense que ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que ça donne une aide qui est différente. Souvent, quand on a un parcours euh, en psychiatrie, ben, on a un paquet de gens qui ont des connaissances, qui ont des connaissances scientifiques pour nous aider, mais souvent, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui on peut connecter, puis qui peut prendre le temps de nous écouter, puis d'une façon non jugeante. Euh, donc, moi, j'aurais un paquet d'anecdotes à raconter, mais ça vient avec ses challenges aussi. Ça vient avec parfois une familiarité qui peut être euh, qui peut donner le vertige un petit peu, parce que on peut devenir comme très proche des personnes qu'on aide. On peut se sentir sur le même pied d'égalité. Puis c'est ça le challenge de la paire aidance, c'est d'avoir une aide qui est de pair à pair, de deux personnes qui ont l'expérience de la maladie, mais il faut trouver des façons que ça puisse rester professionnel. Puis c'est là que le fait que ce soit des équipes multi, qu'on puisse rattraper certaines situations avec les équipes, euh, voilà, c'est ce qui fait que ça peut rester fonctionnel comme façon d'aider. Je dirais Euh, aussi pour les familles, tu sais, c'était pas spécifiquement ton rôle, là, parce qu'il y a aussi les parents aidants en famille, mais tu sais, je pense que ça a été très aidant pour certaines familles de t'avoir, de devoir
là comme intervenant aussi, puis que tu puisses partager aussi ce vécu-là Mhm. expérientiel, tu sais, puis de susciter l'espoir finalement chez ces familles-là aussi. Mhm. Ouais, c'est ça. Il y a les pères aidants familles dont on parle souvent moins. Euh, Moi, je trouve que c'est un service qui est sous-utilisé, la père aidance famille, puis que ça peut encore être développé. Il peut y avoir encore plus de personnes qui sont formées là-dedans. C'est un challenge de travailler avec les familles. C'est confrontant. Moi, j'ai été chanceux d'avoir une famille très aidante quand j'étais malade. Puis encore aujourd'hui, c'est ça, qui est ouvert à ma différence. Puis euh, fait que c'était souvent challengeant de travailler avec des familles qui l'étaient moins ou qui étaient moins compréhensifs de la maladie de leur enfant ou de leur personne proche. Mais voilà, c'est essentiel. Euh, Continuons. L'utilisation judicieuse du savoir expérientiel, c'est quoi? J'ai mis une image de genre d'alambic euh, que j'utilise comme si à gauche, ben, on a le vécu, on a les choses qu'on a brûlées dans notre vie ou qu'on a vécues, puis que ce qu'on veut partager par la suite, c'est un peu la distillerie, donc les quelques gouttes qui peuvent être utiles dans la vie de quelqu'un d'autre. Euh, Récemment, j'étais invité à parler au Centre de prévention suicide de Montréal. Euh, j'ai fait En fait, je discutais de la façon que j'utilise mon vécu avec le suicide. Euh, pour expliquer comment je l'utilise, c'est ça, comment je l'utilise avec les gens avec qui j'aide. Puis je suis allé vraiment dans les détails. Je ne le ferai pas avec vous aujourd'hui par manque de temps, puis parce que ça ne me tente pas de le faire online. Mais je suis vraiment allé dans le profond de ça a été quoi mes idées suicidaires, ça a été quoi la journée qui était la plus difficile, où est-ce que je suis passé probablement le plus proche de passer à l'acte. Pour dire finalement que cette histoire-là, je la raconte jamais. Puis que c'est au centre de prévention suicide, la seule fois où c'est que j'ai vraiment raconté cette journée-là, où c'est, euh, ces difficultés-là, mais que ce vécu-là, ces journées-là, ben, j'essaie de m'en rappeler, j'essaie d'être capable de le raconter si j'ai besoin de le faire, parce que c'est ça qui me donne un ancrage pour intervenir. Puis, je donnais l'exemple de quand on a quelqu'un devant nous, pas nécessairement une personne qu'on aide, mais juste un ami ou quelqu'un qu'on connaît, qui nous partage un deuil, qui nous dit, j'ai perdu ma grand-mère la semaine passée, c'est ça, c'est difficile. On- Si je raconte tout de suite que moi aussi j'ai perdu ma grand-mère, puis que ma grand-mère était vraiment gentille, puis tout ça, je suis pas très aidant pour la personne. Je suis plus dans l'écoute, je suis juste dans le vomi de ma vie à moi. Mais le fait d'avoir connu le deuil, d'avoir un vécu en commun avec l'autre personne, ben, c'est ça qui me donne un ancrage. Donc, je pense que l'utilisation judicieuse du vécu, ça part premièrement sur le fait d'avoir fait le tour de ces histoires-là, d'avoir fait la paix avec euh, certaines choses qui se sont passées dans notre vie ou parfois de notre comportement, d'avoir fait la paix sur, sur un paquet de choses pour être capable de s'ancrer dans ces moments-là quand on vient à parler avec quelqu'un qui a un vécu en commun. Euh, voilà. Puis ça fait en sorte que je pense que plus qu'on a fait la paix avec ces choses-là, plus qu'on est capable d'accueillir, puis finalement qu'il reste juste quelques gouttes de notre propre vécu qui se ramassent dans notre intervention. Euh, voilà. Je pense que ça fait tout ce que je voulais dire. Euh, puis c'est ça. Puis aussi, ben, on le voit, tu sais, on le voit dans notre formation. On est confronté à raconter un peu notre vie. Puis en l'essayant, on se rend compte, hey, un peu, j'ai bien trop raconté d'affaires. Ça fait 10 minutes que j'ai pris la parole. Est-ce qu'il y aurait une façon que je pourrais comme raccourcir ce que je viens de dire? Fait qu'on le fait beaucoup, on le fait dans la pratique, puis on essaie de trouver des façons de densifier notre expérience, puis ou juste des fois d'accueillir, mais en se mettant en position d'empathie. Les obstacles institutionnels et syndicaux, je ne vais pas en parler si longtemps que ça, mais je voulais un petit peu tranquillement parler du futur de la paraidance.
Les obstacles institutionnels, hein? Il me manque un S dans ce mot-là? Ben ouais. Institutionnel. Ben, présentement, vous le savez tous, on est en période de coupe. Et il y a de plus en plus de postes de père aidant qui vont être coupés. C'est vraiment pas l'âge d'or présentement. Fait que je pense qu'il faut. C'est un bon timing pour rappeler l'utilité d'un père aidant sur une équipe, de pouvoir répondre aux questions de tout le monde par rapport à ça. Les enjeux, donc, c'est ça, je pense que présentement, c'est vraiment le contexte économique gouvernemental qui va être le gros obstacle. Au niveau syndical, ben, c'est un petit peu compliqué le statut de la parrainance parce que traditionnellement, on a intégré beaucoup les CIM et les CIV sous le poste éducateur par aidant. Donc, si vous entendez parler d'éducateur par aidant, c'est pas un papier particulier, c'est vraiment un papier de par aidant que ces gens-là ont. Euh, mais pour ce qui est de l'échelle salariale, ça accote le même échelon qu'un éducateur spécialisé. Donc, ils ont créé le poste éducateur par aidant, qui est valide aux yeux qui a été valide aux yeux du Centre d'excellence en santé mentale, puis au niveau du ministère, mais par exemple, auprès de certains syndicats comme la PTS, c'est plus ou moins reconnu parce que un éducateur spécialisé pourrait pas appliquer sur un poste de père aidant. Donc, ça peut amener des griefs, ça peut amener certaines chicanes. Ça n'a pas amené, de ce que je connais, à des pertes d'emploi, mais ça donne quand même un statut assez particulier. Moi, où est-ce que je suis présentement? L'Institut universitaire santé mentale a ouvert 2 postes maison de père aidant sans l'étiquette éducateur. Puis moi, je trouve ça le fun d'avoir juste le nom père aidant sur ma petite plaquette de porte. Mais aussi, ben, c'est ça, il y a une reconnaissance qui vient avec ça, qui est plaisante, puis que j'espère qu'il va se rendre dans les autres SUS, dans les autres institutions. Euh, voilà, fait que voilà, ça avance pas très rapidement, mais ça avance. Quel est le futur de la paraidance? Ben, tantôt je disais qu'il y a des coupures de poste, mais il y a aussi des belles choses qui arrivent. Je pense que de plus en plus, on est invité sur des tables de réflexion en psychiatrie, mais aussi la paraidance prend de plus en plus de différentes couleurs et se regroupe avec le même organisme qui est Paraidance Québec. Euh, donc, il y a de la paraidance qui commence de plus en plus à être reconnue au niveau des personnes qui vivent avec un cancer, dans des associations de maladies physiques. La paraidance famille aussi qui prend de plus en plus d'essor. Il y a de plus en plus d'efforts internationaux pour se parler entre nous. Il y a eu l'année passée un genre une colloque internationale sur la paraidance. Puis c'était vraiment le fun de voir des gens s'intéresser à la paraidance à Hong Kong, comme en Belgique. On avait des gens de l'Australie aussi. Euh, voilà. Puis on essaie de trouver des façons de rendre ça un peu homogène au niveau de la formation qu'on reçoit, puis qu'il y a des principes de base, puis que les gens puissent se parler d'une instance à l'autre. La parrainance en mouvement, je vous ai mis une photo de la Journée mondiale des pères aidants qui se tient en octobre à chaque année. C'est un mouvement de Journée mondiale qui est parti des États-Unis. Puis nos amis de Père Aidance Québec, dont ici vous avez dans le milieu Isabelle Hainaut, directrice. Il y a beaucoup de gens il manque beaucoup de gens là-dessus. Il y a beaucoup plus de pères aidants au Québec. Mais on a beaucoup d'amis qui viennent du CHUM. Il y a quelques personnes de Québec. Euh, voilà, fait que c'est une belle gang, puis à chaque fois, je suis tout le temps vraiment content de rencontrer des nouveaux visages, puis des personnes qui aussi qui se maintiennent dans ce métier-là pendant, ma foi, souvent des dizaines d'années. Alors, j'ai plus. OK, les questions. Oui, ben, il est moins quart. On peut peut-être. Il y a une question que Virginie avait posée. Puis par la suite, on peut passer aux questions at large.
Ben, Veux-tu poser ta question, Virginie? ben oui, puis peut-être ça va inspirer les autres pour d'autres questions, mais dans le fond, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'un père aidant doit nécessairement avoir vécu une expérience de maladie en lien avec la clientèle auprès de qui il intervient? Ouais, ben, j'ai posé la question à ma collègue Isabelle Hainaut de Père Aidance Québec. On a eu une discussion là-dessus. Euh, Comme je pensais, il n'y a pas vraiment de ligne directrice là-dessus. Père Aidance Québec ne se statue pas à savoir si un père aidant pourrait travailler dans un contexte de maladie ou de réalité qu'il n'est pas connu lui-même. Je pense que c'est bien que ça soit pas trop strict parce que si on avait absolument à avoir le même diagnostic, à avoir vécu les mêmes réalités au niveau de la toxicomanie ou de l'avoir connu l'itinérance, s'il faut avoir absolument connu la même chose que la personne qu'on doit aider, mais ça limite vraiment le nombre de personnes qu'on peut aider. Euh, moi, je pense que le fait d'avoir travaillé avec des personnes qui ont connu la psychose et de l'avoir connu moi-même, je pense vraiment que ça m'a aidé comme intervenant. Puis comme façon de connecter avec les gens aussi. Euh, Est-ce que j'aurais pu le faire sans avoir connu la psychose? Probablement, mais il y aurait peut-être manqué un puzzle. Fait qu'on, euh, ce qu'Isabelle me disait, c'est qu'on a comme ce qu'on pense, c'est c'est qu'il faut essayer de placer les pères aidants dans le meilleur endroit possible pour eux de ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont vécu. Par exemple, moi, j'ai pas connu de période d'itinérance. Ben, je suis moins appelé ou ça me tente moins d'aller travailler en itinérance. Si j'irais le faire, j'irais me positionner davantage vraiment comme euh, intervenant en itinérance, puis j'irais me chercher cette formation-là pour être spécialisé là-dedans. Mais là où est-ce que le partage de mon vécu, il y aurait un clash par rapport à ce que les gens vont vivre autour de moi. Euh, Ça répond à ta question, Virginie? C'est ça? Mais Oui, 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 c'est ça ça. répond bien à ma question. Puis merci de t'être renseigné pour Aidance Québec. Ouais, c'est ça. Puis après ça, au niveau des diagnostics, ben, tu sais, j'ai pas, moi, je vis avec un diagnostic de trouble affectif bipolaire. Je travaille souvent avec des personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie, mais il y a tout le temps une façon d'utiliser mon vécu puis de ce que j'ai appris de la psychose, euh, comment j'ai, ouais, de façon de twister ça pour qu'on ait un point en commun, même si on n'a pas vécu les mêmes choses. Puis après ça, ben, il faut juste avoir l'intelligence de pas aller trop loin quand on ne connaît pas quelque chose. Par exemple, entendre des voix, moi, je n'ai pas connu ça, mais je fais plus attention quand j'en parle. Euh, puis je tombe plus dans l'écoute que dans l'intervention. Merci beaucoup, Louis-Philippe Gingras, pour votre présentation qui était très riche en images aussi et en une belle discussion puis un beau tour de table sur le rôle de père aidant. On peut ouvrir la discussion pour la période de questions. Puis d'ailleurs, déjà quelqu'un qui a levé la main, donc Docteur Fortin-Langelier, si vous voulez poser la question. Oui, allô. Ben, c'est peut-être une question, là, un peu un partage. Là, tu sais, au Premier Nord, à Albert Prévost, il y a une paire aidante. Là, mais je pense qu'elle fait plus que le Premier Nord. Euh, L'intégration, c'est bien fait. Je pense qu'au début, ils nous ont peut-être pas nécessairement rencontrés pour dire. Là. Fait que c'est un peu comme par les infirmières, l'assistante qu'on a su que Shelly était là et qu'on pouvait l'utiliser. Je trouve que assez rapidement, là, tu sais, que ce soit la travail sociale, les infirmières, les gens disaient ah, mais tu sais, peut-être que la parentante peut aider le patient à faire telle chose, faire telle démarche. Puis c'était super utile là, pour toutes sortes d'accompagnements. Là. Tu sais, comme les gens sont en interne, des fois, c'est des choses plus pratico-pratiques comme aller au guichet bancaire. Puis des fois, c'est un peu plus dans l'acceptation, le cheminement, plus des choses un petit peu plus le psychologique. Mais c'était euh, voilà, très apprécié. Là. C'est sûr que ça doit être différent comme dynamique parce que c'est de l'interne, c'est des courts séjours, mais c'est euh, ben voilà, fait que c'est ça, il y a de la place, là, je pense,
tous les niveaux là, dans le spectre des soins qu'on offre, là, même si les rôles vont être un peu différents, là, je pense que il y a définitivement de la place. Je sais pas c'est quoi les échos que tu as de tes collègues. Là, En hospice, c'est difficile, c'est un peu plus difficile à placer dans l'équipe ou à essayer de faire sa place quand on arrive. Je pense que ça prend vraiment une bonne période un peu plus accrue d'intégration versus un autre travail. Par exemple, il arrive un infirmier dans l'équipe, ben, l'infirmier apprend comment le rôle d'infirmier se place dans cette équipe-là. Tandis que la paire aidance, il faut premièrement apprendre la personne, c'est quoi ses forces, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle aime faire comme intervention. Je sais que Shelly, par exemple, a des forces au niveau de la comptabilité. Bien, probablement qu'elle a accompagné des personnes dans, je sais pas, dans leur faisage d'impôts. Tandis que moi, j'ai aucune force là-dedans. Fait que la paire aidance vient pas avec un kit de qu'est-ce que ça fait un paire aidant sur l'équipe. Fait que souvent, effectivement, on peut être utilisé à gauche et à droite pour rendre des services à l'équipe. Mais plus qu'on est compris des équipes et compris de nos gestionnaires, plus qu'on peut mettre nos forces à contribution, je pense. Merci beaucoup pour la réponse et le commentaire. Ce que j'entendais aussi, c'est que de par la formation du microprogramme, les fameuses 186 heures versus rentrer dans le monde, vraiment, tu sais, dans le poste avec une équipe et tout, il y a l'air d'avoir quand même un gros step à Ouais. avoir. Là, j'entendais qu'il y avait comme d'autres formations que vous étiez allés chercher. Ça vient aussi de vous, là, mais c'est quel genre de formation que vous êtes allé chercher une fois après avoir pris le microprogramme pour pouvoir vraiment plus intégrer votre rôle de parent aidant? J'en ai fait un paquet, là, toutes les formations. J'ai fait un paquet de formations ENA. J'ai les formations Omega pour risque de violence. J'ai une très belle formation que j'ai suivie en intervention en psychose. On a beaucoup parlé de validation, ça m'a vraiment forgé comme dans mes interventions. Une formation qui était donnée par un psychologue, Philippe, j'oublie son nom de famille, mais c'était donné via la SQS. Après ça, ben, je m'intéresse aux troubles de personnalité limite, fait que je suis allé chercher la formation Good Psychiatric Management. J'ai une pas pire liste. Là, je dirais qu'une fois par mois minimum, j'essaie de me taper une nouvelle formation. Là, bientôt, on va donner, moi et une collègue au CIUS de l'Est, on va donner une formation sur la tenue de dossier pour les parents aidants. Ça, c'est une formation que j'espère qui va être achetée par d'autres CIUS ou par Santé Québec. Mais voilà, fait que je pense que ça va aider parce que moi, c'était un apprentissage vraiment sur le tas, de faire des notes évolutives puis de comment tenir des dossiers, comment lire les notes de mes collègues. Voilà. Virginie. Oui, oui, Ben c'est oui, ça. ben, tu parles de formation, justement, tu es, sur le comité scientifique pour organiser le congrès annuel là, de notre association. Est-ce que tu as trouvé ça aidant? Puis comment tu penses que les parents aidants peuvent avoir un impact sur la formation aux psychiatres? Ah, je déteste ça. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai beaucoup de plaisir. C'est un beau challenge. Euh, Encore une fois, je pense que ça réveille un petit peu quand on est. C'est tough, hein, quand on est avec un paquet de psychiatres, veut pas, je pense que notre syndrome d'imposteur peut être allumé, mais probablement que si un psychiatre est invité sur une table seulement de père aidant, peut-être un autre syndrome d'imposteur serait ouvert. Fait que j'étais un peu mouton noir dans ces réunions-là. Je commence à aimer cette position-là. Je commence à la prendre euh, comme un avantage, si on veut, là, ou comme une façon de pouvoir, c'est ça, exprimer d'autres façons ma vision des choses. Mais bon, non, je trouve ça vraiment plaisant. Puis je pense que tant mieux si on peut participer, tant mieux si on peut être assis aux mêmes tables. Moi, j'aimerais ça voir des psychiatres aussi qui viennent aux tables de discussion en paire aidance.
Puis voilà, je pense que ça amène une plus grande écoute. Il y a les patients partenaires aussi. Oui, c'est ça, dans ce que je parlais, dans les différents visages que prennent la pérédance, mais il y a aussi, c'est ça, les patients partenaires qui passent pas nécessairement par le système de formation père aidant. Il y a les pères aidants en recherche aussi qui sont de plus en plus utilisés. Euh, Fait que je pense qu'il faut que tu me demandes comment ça peut aider, mais je pense que c'est avec de l'humilité puis de l'écoute d'une part et d'autre qu'on peut travailler ensemble. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, c'est ça. N'hésitez pas, si jamais vous en avez aussi, vous pouvez les écrire dans le chat, là, puis on les transmettra de façon orale. Moi, je me demandais aussi, tu sais, l'équipe Sim-Civ, qui semble avoir été comme un peu plus facile à intégrer en termes de père aidant, versus là, à l'UTRI, est-ce qu'il y a des différences en termes d'intégration pour votre Ah rôle? oui, quand même. Ouais. Ben oui, tu sais, premièrement, là, c'est une équipe SimCiv, c'est une petite équipe. Fait qu'apprendre à connaître tous nos collègues, c'est un petit peu moins long. On est ensemble chaque matin dans une réunion d'équipe. On a une réunion multi une fois par semaine. Puis on se texte pendant toute la journée. On est tout le temps avec à peu près les mêmes personnes. Fait que c'était vraiment plus facile à intégrer, tandis que là, je travaille sur deux unités avec des équipes de jour, des équipes de soir, des équipes pas tout le temps stables. Juste au niveau là, du contact avec mes collègues, c'est plus difficile. J'ai beaucoup de contacts avec l'équipe des professionnels, donc ergothérapeutes, travail social, éduc spécialisé, psychologue, pas éduc spécialisé, pardon, psychoéducatrice. Puis, mais c'est ça, sur les étages, ben c'est sûr que l'UTRI, ça a une couleur quand même d'un endroit qui est hospitalier, c'est dans l'Institut de santé mentale. C'est un cadre qui est plus strict qu'une clinique externe où est-ce on s'adapte aux gens, on va chez les gens. Là, les gens sont chez nous, si on veut, sont dans l'hôpital. C'est vraiment pas la même dynamique. Fait que pour créer le lien, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Ça peut sortir des terrains battus, de sortir de l'hôpital. Mais voilà, j'arrive à tirer mon épingle du jeu beaucoup dans l'accompagnement dans des projets de vie que j'ai beaucoup mieux structuré qu'avant. Euh, j'ai appris à essayer d'y aller avec des objectifs concrets, puis avec des objectifs réalisables dans le temps. Donc, je prends un petit peu moins mon temps, je suis un petit peu plus dans l'action que quand j'étais au CIM. Mais oui, les plus petites équipes sont plus faciles à intégrer. Puis aussi, ben, le fait d'être voulu à la base, comme on disait tantôt, d'arriver sur une équipe qui cherche un père aidant depuis un certain temps, ben, ça change beaucoup la donne. Oui, j'imagine que ça doit faciliter l'entrée en poste, effectivement. Ouais. Puis Euh, si je peux me rajouter, si je peux, j'ai parlé de Paradance Québec. Je vous ai ramené à la page avec la photo. Dans le coin à droite, vous avez le site web de Paradance Québec. Ceux qui sont intéressants d'en savoir plus ou peut-être comment pouvoir recruter des paradans sur vos équipes. Il y a Isabelle qui va pouvoir répondre à vos questions par rapport à ça. Excellent. Oui, merci pour le lien. Donc, paradance.québec. Ben, je pense qu'on peut tranquillement vous remercier Merci chaleureusement beaucoup. la présentation puis la discussion qui a été super intéressante puis enrichissante. Puis ça a quand même éclairé là, certains de mes questionnements, en fait, de, sur le rôle de la paradance. Alors, un grand, grand, grand merci, Louis-Philippe Gingras. Puis au plaisir de se recroiser dans les équipes. Oui, merci. Merci à vous. Merci Virginie de t'être prêtée au jeu. Merci à toi. Yes.